J'ai assisté à pratiquement toutes les chirurgies. Ils ont opéré des cochons pour tester le dispositif. Et donc là, j'y allais, j'installais tout le matériel d'enregistrement des courbes. J'avais compris que, en fait, les chirurgiens, ils sont toujours en train de faire un truc, et donc ça fausse les signaux. Donc j'avais compris que j'avais besoin du signal à un certain moment, puis à un certain moment, puis à un certain moment. Donc à ce moment-là, je disais « Vous touchez plus à rien, levez vos mains !» Donc là, ils touchaient plus à rien. Je récupérais 2 secondes de signal. Comme ça, j'étais sûre que ce signal était propre, etc. Donc là, j'ai vraiment... j'ai une partie de ma thèse, ça a été récupérer des mesures propres pour pouvoir ensuite les utiliser. Bonjour à tous, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Encore merci pour vos écoutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de converser avec Chloé Audebert, maître de conférences en mathématiques appliquées. Elle a la particularité d'être à cheval sur 2 laboratoires, un labo de mathématiques et un labo de biologie. Ayant grandi dans une famille avec 2 parents scientifiques qui étaient tous 2 passés intégralement par l'université, c'est ce chemin qu'elle aussi a naturellement fait le choix d'adopter. C'est donc à la fac d'Orsay qu'elle a fait toutes ses études. Son appétence pour le social, son attrait pour les interactions avec la jeunesse et son goût pour les maths l'avaient menée au départ vers la carrière de prof de maths en lycée. C'est pourquoi, après avoir obtenu sa licence et son M1, elle avait décidé de passer l'agrégation et le CAPES, 2 concours de recrutement pour enseigner principalement dans le secondaire. Chloé rappelle d'ailleurs au détour de notre conversation en quoi consistent précisément les épreuves de l'agrégation. Mais c'est finalement un stage de M1, durant lequel elle a travaillé sur la modélisation du poumon, qui est venu bousculer ses certitudes et l'a menée à faire évoluer ses plans. Finalement, elle a alors fait le choix de poursuivre en thèse, où elle a travaillé sur des problématiques liées au foie. Comme vous avez pu l'entendre dans le teaser, Chloé fait partie de ces gens qui sont parfois sur le terrain et directement en prise avec des interlocuteurs du secteur auquel leurs mathématiques sont appliquées. Durant sa thèse, effectuée dans une équipe INRIA, elle a donc vécu l'expérience incroyable d'assister à des chirurgies animales, d'être dans le bloc et d'effectuer des mesures en coordination avec les chirurgiens pendant qu'ils opéraient. D'un point de vue mathématique, concrètement, les équations qui intéressent Chloé sont des équations différentielles ordinaires ou des équations ou dérivées partielles. Son travail est très complet. Elle fait de la modélisation, c'est-à-dire qu'elle travaille avec des chirurgiens ou des biologistes qui lui expliquent des phénomènes et elle les met en équation. Elle fait également leur résolution numérique, c'est-à-dire qu'elle écrit des programmes sur l'ordinateur qui permettent de simuler ces équations. Et tout ça avec une boucle de rétroaction. Donc, selon les résultats qu'elle obtient, ça lui permet d'améliorer, d'affiner les modèles et elle recommence. Dans sa carte blanche, Chloé a d'ailleurs fait le choix de nous raconter une anecdote liée à un problème de programmation qui est survenu durant sa thèse et qui nous permettra de nous familiariser avec l'algorithme de Newton. Cet algorithme est une méthode efficace pour trouver une approximation d'un zéro d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a une fonction f dont on sait qu'elle va s'annuler, c'est-à-dire qu'à un moment, on aura f de x égale 0. L'algorithme de Newton permet de s'approcher de ce fameux x qui permet d'obtenir cet état. J'ai adoré partager à travers ces souvenirs les années de fac et de thèse de Chloé. À votre tour donc de les découvrir. Bonne écoute. Ok. Alors, donc attends, je vérifie. Non, là je suis bien. Ouais, merci. Les 2 boutons clignotent. L'enregistrement est lancé. Voilà, on est parti ? Allez. Ok. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé, maître de conférence au laboratoire Jacques-Louis Lyons, qui est un laboratoire de mathématiques où moi-même je me trouve également, et au Laboratory of Computational and Quantitative Biology, qui est un labo de biologie à Sorbonne Université. Donc, c'est une maître de conf qui est à cheval sur 2 disciplines, en tout cas dans ta fiche de poste. Et donc, on a reçu déjà dans les épisodes précédents beaucoup de gens qui font des maths appliquées. Mais comme on en avait déjà discuté, il y a maths appliquées et maths appliquées. Et toi, je vais mettre des gros guillemets, tu fais des vraies maths appliquées parce que tu interagis avec des gens du secteur. Et c'est notamment un des points qui m'intéresse beaucoup dans ton profil et qu'on pourra aborder.
Comment est-ce qu'on se connaît? Tout simplement parce qu'on est dans le même labo, on a eu l'occasion de discuter et de sympathiser. Et donc, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et que tu aies accepté d'être là. Donc, comment tu vas? Eh ben, merci de m'avoir proposé déjà, et je vais bien. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui ont déjà écouté les épisodes précédents sont habitués. On va commencer par revenir sur ton parcours. Et ensuite, on parlera un petit peu de ton métier de chercheuse actuelle. Et à la fin, il y aura la petite partie carte blanche. Donc, tu fais des maths bio comme on peut le mettre dans la catégorie maths bio, ouais. Comme Nastasia qu'on avait reçu dans le premier épisode, mais comme je disais, toi tu es quand même vraiment plus en contact avec des personnes du secteur. Tu nous diras quel secteur. Il me semble que c'est le secteur médical. On reviendra sur ça après. Mais on va commencer par ton parcours. Donc lycée, bac en 2017. Est-ce que tu peux nous dire quel bac et quelle option tu avais? Quelle spécialité, pardon? Ouais, donc j'ai obtenu mon bac en 2007. Et donc c'était un bac scientifique avec l'option mathématiques. Ok, classique. Ben oui, j'imagine. Et alors du coup, quel était ton rapport à la matière au lycée? Bon, je sais pas quel était mon rapport à la matière des mathématiques, mais je pense que c'est quelque chose que je trouvais assez facile. Donc je suis pas sûre que je trouvais ça fascinant ou exceptionnel, enfin peut-être il y a des personnes qui ont un rapport plus, ou en tout cas qu'on représente ayant un rapport plus fort. Moi je pense juste que c'était un truc, ça me paraissait assez facile ou naturel de raisonner comme ça. Donc je pense que c'est un peu la facilité. Après, je viens d'une famille de scientifiques. Ah d'accord. Et donc je pense que je suis influencée par ça, même si mes parents m'ont jamais dit de faire des sciences, j'ai quand même baigné dans un environnement de scientifiques. Donc je pense que nécessairement ça joue dans le ça sens joue. où je pense que tu n'as pas certaines barrières que des gens ont par rapport à ces sciences-là. Ça veut pas forcément dire que on te pousse vers ça ou que tu vas faire ça, mais... Non, mais au repas du soir, tu parles de ça, quoi. Enfin, je pense que même si j'ai pas été poussée vers ça, c'était quelque chose qui était naturel. Ça infuse. Bah, je pense. Ouais, je pense. Après, il y a des gens, ça fait l'effet contraire. Oui, hein. ça peut faire l'effet inverse, mais en tout cas, comme t'as dit, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de peur, et t'as une certaine idée des métiers qui vont suivre, même si je voulais pas faire le même métier que mes parents, il s'avère que je fais presque le même. mais ouais, je pense que ça a dû jouer dans mes choix, même si c'était pas conscientisé. Mais en gros, j'avais pas de facilité dans les matières littéraires et j'en avais dans les matières scientifiques, donc faire un bac scientifique et l'option choisie. Après, c'est parce que je préférais les maths et que c'était plus facile, mais... D'accord. Mais donc, il n'y avait pas forcément un amour, une passion à ce stade? Je pense pas, non. C'était un truc qui me paraissait... Enfin, c'était un peu un choix de facilité d'un côté, je pense. Ou un choix par défaut, à l'inverse. À ce stade, tu savais pas forcément que t'en ferais ton métier, que tu voulais en faire ton métier? Au lycée, je pense que comme j'avais un peu choisi de faire prof de maths au lycée. D'accord. Et en fait, je suis passée par beaucoup d'évolutions dans ce que je voulais faire... comme métier, mais parce que j'y ai commencé à réfléchir assez tôt. C'est un truc qui devait me stresser ou je sais pas. Donc j'ai beaucoup changé d'idée. Mais ouais, j'étais arrivée à prof de maths au lycée. Je pense que j'avais pas envie d'enseigner forcément en dessous, comme niveau en dessous, enfin lycée-collège quoi. Mais donc ouais, donc j'avais quand même mis que je ferais des maths dans D'accord, donc ça faisait quand même déjà partie. Alors du coup, il y a quelque chose qui encore plus avec ce que tu viens de dire, qui me fascine, qui m'interpelle, c'est que ensuite de 2007 à 2010, tu as fait une licence de maths à l'université d'Orsay. Et donc là, forcément, on se demande pourquoi tu as fait le choix de la fac et pas de la prépa. Non pas parce que c'est pas bien la fac, mais parce que c'est quand même vers là qu'on pousse les bons étudiants. Alors je pense parce que ma professeure principale en terminale, qui était ma prof de maths, elle m'a pas poussée à faire une prépa. D'accord. Déjà. Parce que je lui ai dit que je voulais aller à la fac. Et elle m'a dit, ah bah c'est bien, ils seront contents d'avoir des bons élèves. Donc en fait, enfin je veux dire, elle a pas du tout dit quoi que ce soit. Ouais.
Mes parents ont tous les deux fait la fac. D'accord. Donc c'est pareil, c'était un truc normal. Ouais. Et ensuite, dans ma tête, au lycée, la prépa, c'était quelque chose où on travaillait énormément pour obtenir des très mauvaises notes. Et donc, je m'étais dit que moi, j'allais travailler beaucoup à la fac pour obtenir des bonnes notes. Je pense que c'était aussi un raccourci que ça dans ma tête. Tu as choisi l'université d'Orsay pour des raisons géographiques? Pour des raisons géographiques, mais je pense que j'avais conscience que c'était une bonne université pour les mathématiques aussi. Enfin, il s'avère que j'habitais juste à côté et que la licence était reconnue, je pense. Comment est-ce que tu as vécu la transition du lycée à l'université? Parce que, donc, on le sait bien, l'une des différences entre les prépas et la fac, moi je pense, c'est principalement l'indépendance dont vous disposez à la fac. En prépa, on est quand même vraiment derrière toi, c'est un système dans une classe. À la fac, il y a beaucoup d'indépendance. En gros, mon souvenir de la fac, c'est que c'était trop bien. Pour moi, c'est les meilleures années. Je me souviens pas que j'ai trouvé ça dur, par exemple, la transition. Mais bon, comme mes parents avaient fait la fac, je pense que j'avais conscience que je savais ce que c'était un cours en amphithéâtre, je savais ces choses-là. Il y a toujours quand même un moment où tu dois hausser ton niveau et là, tu sens une marche. Est-ce que tu sais à quel moment c'était? Oui, c'est en 3e année. Ouais. Moi, je suis très capable de le dire. Ouais. Peut-être il faut expliquer. Donc moi, dans mon université, en première année, c'est une licence de maths, physique, informatique. Ah d'accord. Donc c'était pluridisciplinaire entre guillemets parce qu'il y a quand même un choix de discipline. Après, en 2e année, tu devais choisir entre maths physique ou maths info. Ouais. Moi, j'avais choisi maths info, donc j'avais plus de physique. Et en 3e année, tu choisissais la licence d'informatique ou la licence de mathématiques. Mais parmi les licences de mathématiques, il y en avait des différentes. Il y avait la licence de mathématiques appliquée, donc dans l'idée d'aller plutôt vers la préparation du CAPES ou des métiers de l'ingénierie de mathématiques, ou alors la licence mathématiques fondamentales, où là, tu te dirigeais plutôt vers un master de recherche derrière, ou enfin des choses où tu allais continuer tes études. Et donc c'est là où il y a mon groupe de travail qu'on s'était suivi en L1 et en L2 qui s'est en fait séparé parce que suivant ce que tu voulais faire, tu faisais pas la même chose. Et donc là, je suis une des seules à avoir été en mathématiques fondamentales parce que pour passer... Ah, t'es allée en maths fonda. Voilà, pour passer l'agrégation de maths, c'est ça qu'il fallait faire. Donc je rappelle, l'agrégation de maths, c'est un concours de recrutement pour les enseignants du secondaire. Exactement. Et donc, qui est pas le même que le CAPES de maths. Ouais, c'est ça. Donc du coup, là, clairement, licence 3, maths fonda, là c'était une marche. Là, c'était une bonne marche. Mais il y a une petite subtilité encore qui est spécifique à l'université dans laquelle j'étais. Je suis pas sûre que ça soit pareil dans toutes les universités. En 3e année d'université, toutes les personnes qui n'ont pas obtenu les concours qu'elles souhaitaient en prépa, elles arrivent en licence. Et dans mon université, la licence était assez réputée. Elle était accompagnée d'un magistère, ce qu'on appelle, donc c'est un diplôme supplémentaire qu'on a en 2 ans. Donc dans ma promo, d'une 50aine, 60aine de personnes, on était 5 de la fac et toutes les autres personnes. Ah oui, donc c'est là où se reverse. Donc je répète, même si je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais je sais pas qui écoute celui-là pour la première fois ou pas. Donc très rapidement, le système français LMD, licence en 3 ans, master en 2 ans, puis doctorat chez nous en maths en 3 voire 4 ans. Et en parallèle, le système de prépa, les 2 premières années, et on intègre une école. Et la première année d'école est équivalent à L3 et les 2 années suivantes au master. Donc, quand on sort à prépa plus année d'école ou master à la fac, on a les mêmes degrés de diplôme. Et donc, entre tous ces systèmes, il y a des passerelles. Et donc, des gens de prépa, des fois, quand ça se passe pas bien, arrivent en fac. Des gens de la fac passent des concours qui sont où il y a des places réservées, ou pas d'ailleurs, ou des fois, c'est les concours classiques, aux gens de la fac. Et donc, bon, ça peut... C'est pas fixe. Quand on a commencé dans une voie, on peut plus aller dans l'autre. On peut toujours... vraiment, il y a des ponts à pas mal d'endroits du parcours. Et donc, il y a pas mal de gens
qui, après la prépa, se sont rendus compte qu'ils veulent pas être ingénieurs, des fois, tout simplement, ou n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et donc débarquent en fac à équivalent L3. Et donc, typiquement, ta fac recevait énormément de ce type de profil. Exactement, ouais. Du coup, là, clairement, la marche, elle est là. Et tu dirais que elle est là parce que le niveau de la promo a augmenté, ou parce que les cours, les exigences peut-être ont augmenté? Les Explique. deux, en fait, je pense que ça va ensemble. Comment est-ce que tu as rebondi? Quelle solution tu as mise en place pour pallier ça? Ouais, c'est ça. Non, j'ai plus travaillé et j'ai été au rattrapage. T'as changé ton intensité de travail? Je pense que j'ai jamais... Enfin, non, j'ai pas jamais autant travaillé, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Ouais, t'as cravaché, ouais. Ah ouais, et j'ai quand même eu 5, hein. Ah ouais, non, mais là, c'était mon année de prépa, quoi. J'ai jamais autant travaillé pour avoir des mauvaises notes. Finalement, hein, tu y as eu droit. Finalement, il y a un moment, ça arrive. Non, et en fait, j'ai passé pas mal de matières au rattrapage, et comme une enseignante me l'a dit à un moment que peut-être j'avais juste besoin de quelques mois de plus pour intégrer ce qu'il fallait intégrer. Mais moi, j'avais remarqué quand j'étais en prépa que, en gros, il me fallait 1 an pour vraiment comprendre les concepts en profondeur. C'est-à-dire que, bon, tu les comprends, puisque quand tu fais les contrôles, tu vois bien que tu arrives un petit peu. Mais c'était vraiment l'année d'après où, je sais pas, tu vois, il y avait comme une illumination sur l'objet mathématique, etc. Et là, tu sais, quand tu commençais à faire des ponts entre les choses. Ouais. Parce que ça, je trouve, c'est un truc... tu vois, on a tendance à enseigner les trucs par matière. Et tu vois, par exemple, moi, c'est vraiment mon année d'agrégation où j'ai vraiment commencé à faire des ponts entre les différents... Ouais. Je pense que... Je sais pas qui m'a dit ça, mais je pense que c'est très vrai. Et maintenant, j'essaye de faire attention à ça. On part du principe que toute la classe, que ça soit en primaire, au collège ou au lycée ou après à la fac, on part du principe que le groupe va intégrer les mêmes concepts dans la même durée de temps. Or, non, c'est pas possible, on est tous différents et différentes. Donc, c'est sûr que suivant les personnes, ça va prendre plus ou moins de temps d'intégrer, et ça m'a quand même vachement interrogée parce qu'à la fin de ma licence 3, j'ai été voir la responsable de la licence pour savoir si j'allais en master, parce que j'avais passé des rattrapages, ce qui m'était jamais arrivé avant. Et c'est là où elle m'a dit mais non, mais c'est bon, allez en master, vous verrez bien, quoi. Et c'était bien parce que par contre là en master j'ai choisi les matières que je voulais, oui, parce que du coup il y a ça aussi en licence 3, ça reste assez général. Alors qu'en master 1, donc la première année de master, on choisit nos matières. Donc j'avais enlevé tout ce que je voulais pas faire. Et j'avais moins de cours, mais plus intenses. Et là, la marche était passée, quoi. Là, j'ai aucun problème, quoi. Souvent, il y en a un gros, et en général, effectivement. Et donc, cette prof, c'était une prof que tu avais en cours ou Ouais, je l'avais en cours et elle était responsable de la licence. Et tu penses que ça a été décisif, cette rencontre? Parce que des fois, tu as des gens comme ça que tu vois sur ton parcours qui t'auraient fait prendre un embranchement différent ou pas. Et... J'ai eu une rencontre comme ça en 2e année. Ouais. Une chargée de TD en arithmétique qui est maintenant maître de conférence en mathématiques et qui est devenue mon amie. Et elle m'a dit, elle m'a clairement aidée à prendre conscience que je pouvais aller en licence 3 de mathématiques fondamentales, parce que c'est quand même un gros débat quand on est en 2e année. On sait que c'est très dur, que on va se retrouver avec des personnes de prépa, ce qui fait assez peur. Elle m'a dit, va en licence de maths fonda et va passer ton agrég si c'est ça ce que tu veux faire. Et elle m'a même, avec d'autres, elle nous a fait une semaine de pré-rentrée. Elle nous a fait réviser des trucs avant de rentrer à la licence. Enfin, bénévolement, je suis sûre. Bien sûr. Évidemment. Sous le tapis. Enfin, petite anecdote, on s'est fait enfermer dans une salle par le vigile. Et je sais plus comment on a fait. Je crois qu'on a réussi à trouver un tournevis pour démonter le bout de la porte qui nous a permis de sortir. C'était vraiment épique. Donc non, il y a eu des personnes elle, c'est clairement quelqu'un dans mon parcours qui a joué.
La responsable de licence, oui, elle a joué d'un point de vue rassurant. Elle a dit oui, vous pouvez aller en M1. Et du fait qu'elle était sévère et tout ça, je pense que je l'ai complètement... je me suis dit, ok, si elle pense que je peux y aller, je vais le faire, après on verra. Ouais, carrément. Ouais, non, ça joue. Le côté avoir quelqu'un qui croit en toi quand même, qui te dit, tu es capable. Moi c'était pareil pour la thèse. Au début, je me dis, mais je suis incapable de faire une thèse, je suis incapable de trouver... Il faut trouver des nouveaux trucs. J'arriverai pas, quoi. Et c'est un prof qui m'a dit, mon directeur de thèse, celui qui allait devenir mon directeur de thèse, que si, est-ce que tu veux venir faire ça avec moi? Largement les capacités pour. Et ça fait vraiment une différence, quoi. Ça joue beaucoup. Non, c'est sûr. Donc, tu fais un master, donc de 2010 à 2013. Donc, normalement, un master, c'est 2 ans, mais la deuxième année, tu as passé l'agrégation, dont on a déjà parlé. Donc, on va d'abord commencer par revenir sur la M1. Tu as choisi mathématiques appliquées. Pourquoi avoir choisi ce type de maths? Fondamental et appliqué, je pense. D'accord. Par contre, oui, j'ai choisi des maths appliquées qu'on va appeler parce que j'ai beaucoup pris les cours problèmes d'évolution, donc qui sont liés à la physique. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris le cours de distribution aussi, qui étaient des maths complètement différentes, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et j'ai fait plein d'analyses numériques. Dans ce M1, on avait une matière qui s'appelait travail encadré de recherche. Et là, j'ai travaillé sur la modélisation du poumon avec Bertrand Maury. Où là, clairement, son sujet, c'était de me faire travailler sur des équations qui représentaient... en gros, l'air dans un ballon qui représentait les poumons. D'accord. Mais c'est vous qui avez construit le modèle? Non, pareil. Là, j'avais l'impression de faire de la modélisation. Mais le modèle était plutôt figé. Enfin, ils avaient déjà beaucoup travaillé dessus. Par contre, j'ai encore fait des maths sur ces équations. Et je pense que j'ai pas fait de modélisation avant mon stage de M2 recherche. Ouais. Ok. Enfin, j'en ai fait en cours, mais c'est pas beaucoup. Il y avait aussi un cours qui s'appelait mathématiques générales, et là, c'était clairement toutes les maths pour pouvoir passer l'agrég ensuite. Donc, c'était dans l'idée de garder, justement, comme tu choisis tes cours, t'as tendance à oublier, ou de mettre de côté certaines maths que t'as pas envie de continuer de faire. Et l'idée, c'était que, non, dans ce cours, en fait, t'allais quand même en faire un petit peu de tout. Parce que pour passer l'agrégation, t'as besoin de toutes les notions. Et donc ce cours, clairement, il était là pour les personnes qui souhaitaient passer le concours l'année d'après. D'accord. Et donc, tu en faisais partie. Parfaite transition pour passer à ta deuxième année de M2. Donc, on a passé l'agrég la même année, j'ai vu. Et voilà. L'agrégation, il y a 2 fois 6 heures d'épreuves écrites. Donc c'est des problèmes très ouverts. Il faut pas penser qu'on écrit pendant 6 heures. En fait, non. Je pense qu'on réfléchit pendant 4h30 à qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire. Et le reste du temps, peut-être, on écrit. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Et donc, il y a 2 épreuves de 6 heures. Et après, si on a réussi suffisamment bien ces épreuves, il y a des oraux. Et là, il y a 3 oraux. En tout cas, moi, il y avait 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des leçons. Donc on a un certain nombre de thèmes à réviser et ensuite on a un tirage, ça s'appelle. Donc on a 2 thèmes possibles et on choisit un des 2. On va préparer pendant 3 ou 4 heures suivant l'épreuve et ensuite on présente. Donc c'est très très codifié. Hein. On présente le résultat, on présente ce qu'on a préparé pendant les 4 heures et on est évalué là-dessus après avec des questions. Et donc là il y en a une d'algèbre plutôt, une analyse proba-stat. Et une d'option. Et donc, j'avais choisi option, bien sûr, modélisation. Où là, il faut faire... il y a un code informatique à présenter avec des schémas numériques pour résoudre des équations, souvent. Et ça, c'est... L'épreuve d'option, elle est vraiment différente. C'est un texte sur lequel on doit travailler. Mais peut-être un truc que j'ai pas dit et qui pourrait être intéressant dans le parcours et qui est écrit nulle part, c'est que t'as parlé des passerelles entre la fac et les écoles. Et en fait, j'ai passé le concours pour intégrer l'école normale supérieure de Cachan, qui était à côté de Orsay, à la fin de la 3e année, je pense que c'était. Et du coup, pour le coup, d'autres personnes que moi l'ont fait, mais c'était des personnes qui
elles avaient, non pas toutes, mais pratiquement toutes avaient fait au moins une année de prépa. Et pour le coup, l'épreuve consiste en une épreuve de maths, je pense. Et ensuite, il y avait une épreuve de français. Ah oui, Et et en le fait, français, mode prépa, je suis sûre. Exactement. Résumé. Oui, voilà. Ouais. Et bon, en fait, je peux pas te dire ce que c'était parce que j'ai appris ce que c'était Oui. pour le concours. Ouais. Puis après, j'ai oublié ce que c'était. Ouais. Et il devait y avoir une épreuve d'anglais, mais ça me faisait moins peur parce que je suis assez à l'aise en anglais. Mais c'est un oui, truc. alors ça, effectivement, c'est un truc à apprendre. Donc, clairement, pour expliquer ce que c'est, c'est... On te donne un texte, mais un gros texte, et tu dois faire un résumé. Ça peut paraître vraiment très bête, hein. Et un paragraphe. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de mots qu'il ne faut pas dépasser. Et ben, c'est hyper dur. Et surtout, je pense que c'est très codifié. Enfin, ça veut dire, j'imagine, en prépa, on passe 2 ans à s'entraîner à faire ça. Ouais. Et à la fac, on ne fait jamais ça. On fait pas de français. Hein. Enfin, je veux dire, on a des cours de langue et encore, si on veut pas les... Non, on a des cours de langue obligatoires, je pense. Mais c'est tout. Et ça, pour le coup, comme tu disais, il y a des passerelles et en gros, il y a des places réservées pour les personnes venant de la fac. Pour le coup, ça, je pense que c'est un peu illusoire. Parce que, en fait, si t'as jamais passé de concours, moi, ce concours, c'est le premier concours de toute ma vie que j'ai passé. Et donc, à la fac, quand on passe un examen, les personnes qui surveillent l'examen, je le raconte parce que c'est rigolo, les personnes qui surveillent l'examen sont les profs. Donc, si on a une question sur l'examen, on peut la poser. En concours, les personnes qui surveillent ne sont pas du tout les personnes ayant fait le sujet. Mais moi, je le savais pas. Et donc, il y avait une erreur dans le sujet. Et du coup, j'ai posé la question. Et la personne m'a dit, mais... je ne sais pas, mais débrouillez-vous, quoi. En gros, mais qu'est-ce que... Et là, je me suis rendu compte que vraiment, je n'avais pas les codes du tout de ce qu'il fallait faire. Et donc, bien sûr, je n'ai pas eu ce concours. Donc, personne n'a jamais lu mon résumé. J'en suis très triste. Comment est-ce que tu as trouvé ton année de préparation ? À la Greg ? Ouais. J'ai le souvenir d'avoir beaucoup travaillé, mais j'ai pas le souvenir d'une très mauvaise année. Plutôt cool avec les personnes. Les maths quoi. que tu fais sont... Enfin, t'as jamais, je trouve, un truc aussi varié que l'année d'Agreg. C'est ça, et puis ça permet... je trouve que c'est quand même une manière de vraiment tout remettre à plat sur qu'est-ce que t'as appris, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que t'as compris, qu'est-ce que t'as pas compris. Toi, à ce stade-là, est-ce que tu le passes avec l'idée de l'utiliser, le concours, ou est-ce que c'est un parachute ? Dans quelle disposition tu es à ce moment-là ? Je pense qu'à ce moment-là, je sais que l'année d'après, je vais pas aller enseigner. Donc, c'est-à-dire, quand je suis rentrée à la fac, je voulais être prof de maths et je voulais passer l'agrégation. Parce que je pense que je m'étais dit, je comprenais pas trop pourquoi il y avait 2 concours et donc autant prendre celui qui donnait le plus d'avantages pour être complètement honnête. Après, en M1, comme j'ai dit, j'ai travaillé avec Bertrand Maury sur le poumon. Et du coup, ça m'a montré que on pouvait faire des mathématiques avec une vraie application que je peux expliquer à n'importe qui. Or, je pensais que ça n'existait pas. Et du coup, ça a été, comme tu disais, aussi de la chance. L'année où je passais la Greg, l'année d'après, ils ouvraient un master mathématique pour les sciences du vivant dans mon université. Donc, tout ça... Alignement des planètes. Ouais, c'est ça. Non, mais j'avais prévu de faire un master recherche, mais j'aurais choisi le master analyse, enfin calcul, il devait s'appeler calcul scientifique et EDP. Et en fait, le master mathématiques pour les sciences du vivant a ouvert et là, je me suis même pas posé la question. J'ai été tout de suite faire ça. Donc, vraiment, le projet, il évolue au Donc, fur et à c'est vraiment mesure. ton stage et l'application de ton stage qui t'a conduit vers ce master. Ouais. C'est d'avoir travaillé avec Bertrand sur le poumon, c'est sûr. C'est marrant. Ça. C'est marrant. Hein, ouais. Mais c'est ça qui ressort à chaque fois. Moi, c'est l'événement qui a fait que j'ai continué après le... C'est marrant. Mais bon, comment j'en étais arrivée à je vais faire prof de maths, c'est que je voulais un métier en interaction avec des gens, plutôt des jeunes, c'était plutôt des enfants jeunes,
Et j'avais cette facilité ou cet attrait pour les maths que j'explique pas trop. Et du coup, en fait, en mettant social, jeune, maths, on arrive à prof Bah oui, de maths. là, c'est sûr, ça va sortir. Donc voilà. Et là, en fait, je me disais, ok, en fait, je peux quand même avoir un impact, parce que je pense que dans le social ou dans les gens, j'avais un truc j'ai envie d'avoir un impact sur la vie des gens ou sur le monde. Je pense que ce truc-là me plaisait. Et en ayant fait ce projet sur le poumon, je me suis dit, ah, mais en fait, je peux faire des maths que j'aime bien, avec pour but de répondre à une question qui se pose dans une autre discipline et qui pourrait faire avancer la recherche médicale plutôt que ça m'intéressait, mais voilà. Donc, ouais, c'est ça. Et du coup, après, alignement des planètes. Une notion d'utilité quelque part. Ouais, je pense qu'il y a ce truc. Ok, ouais. C'est marrant. Ça ressort tellement souvent tu rencontres une personne et tu fais ça et après finalement tu fais ça pas toute ta vie mais une après partie j'avais cherché, ça veut dire pour obtenir ce travail encadré de recherche, j'avais rencontré 3 enseignants différents qui m'avaient proposé 3 sujets différents, un plutôt sur l'aviation, un autre sur du transport optimal, donc des questions différentes. Tout était appliqué. Mais clairement, quand j'ai eu les 3 sujets, j'ai préféré la santé et la médecine. Enfin, ça m'a... Et alors, c'est intéressant parce que tu dis, il y avait ce côté être utile, mais est-ce qu'il y avait aussi le fait d'avoir la possibilité finalement de faire des maths en réelle interaction? Parce que tu pourrais être utile à des gens, mais toujours être dans ta bulle de mathématicien. Est-ce que tu avais déjà en tête de non seulement être utile pour concrètement pour d'autres problématiques de la vie concrète, mais en plus d'interagir avec des gens Je pense... en M1, non. Je pense pas parce que j'avais pas idée que c'était possible, je pense. J'imaginais pas que c'était possible. En M2, du coup, j'ai fait le M1. J'ai fait la prépa, j'ai pris la grecque, je l'ai eu. Et ensuite, j'ai été faire le M2, mathématiques pour les sciences du vivant. Dans ce M2, il y avait quelque chose qui était assez intéressant selon moi. Il y avait des séminaires de personnes. Alors, je pense qu'il y avait plutôt des personnes biologistes ou médecins. Donc, mais pas que, en fait. Donc très large, sciences du vivant, on va dire. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y avait aussi de l'écologie. Et qui présentaient des problèmes qui pourraient être résolus ou qui étaient en partie résolus par des collègues mathématiciens ou informaticiens. Et c'est là, je pense, que je me suis dit, ah, mais en fait, on peut travailler directement avec les personnes concernées. Donc je pense pas qu'avant, j'avais cette notion. Mais bon, je sais pas si toi, t'as eu ce sentiment-là ou dans ton parcours, mais je trouve que jusqu'à ta dernière année de master, avant, c'est hyper scolaire, quoi. T'as des cours, des examens, tu révises des exercices, alors que la dernière année de master, c'est beaucoup plus ouvert. Enfin, moi, mes cours, ils étaient très ouverts, il y en a, ils parlaient de leur sujet de recherche, donc c'était pas du tout fermé. On savait même pas s'ils savaient comment ils allaient résoudre le truc, quoi. Enfin, donc, je pense qu'avant, c'est compliqué parce qu'on n'a pas conscience de ce qui est vraiment possible, quoi. Oui, c'est vrai, effectivement. Je suis d'accord, c'est le bon terme. Le M2 est un peu moins scolaire que toutes les autres années. Et donc, ça nous amène on est en 2013, et tu démarres ton doctorat à l'INRIA de Paris, donc, dont le titre est Mathematical Liver Modeling, Hemodynamics and Function in Hepatectomy. C'est ça. J'ai une anti-sèche, bien sûr, avec Jean-Frédéric Gerbeau et Irène Vigneault-Clémentel, c'est ça? Exactement. Donc, comment s'est monté le projet? Comment tu t'es retrouvée connectée avec ces personnes sur cette bourse? Alors, c'est facile. Lors de l'année de Master 2, il y a un stage à faire. Or, à l'INRIA, ils avaient une proposition de stage. En fait, c'est même, pour être complètement exact, il y avait d'abord un projet à faire en binôme, encadré par un chercheur ou une chercheuse. Et là, je l'ai fait avec Irène. Et ils avaient clairement dit que derrière, il y avait un stage
et que derrière, il pouvait y avoir une proposition de thèse. Oui, d'accord. Très fléché, alors. Ouais, c'était hyper fléché. Et donc, je travaillais sur ce projet, puis j'ai postulé au stage et ils m'ont gardé. Et la fille avec qui je faisais était pas vraiment intéressée pour rester. Donc, c'était bien parce que comme on est en binôme sur le projet, heureusement qu'après, on n'est pas en concurrence. Enfin, ça aurait été bizarre, mais c'était pas notre cas. Et après, du coup, alors du coup, il y avait une thèse, mais il n'y avait pas de bourse de thèse. Ah, quand même. Quand même. Donc, j'ai quand même fait 7 dossiers d'application de bourse de thèse pour finalement en obtenir 2. Donc, en fait, ça a marché, mais... Parce qu'il y a plein de sources de financement possibles. C'est ça, exactement. Il y a les labos directement, la région. Ouais, voilà, c'est ça. En région parisienne, je pense quand même, il y a plus d'opportunités que peut-être dans d'autres régions. Après, je connais pas très bien. Mais oui, il y avait une école doctorale, sciences de la vie. Donc, eux, ils proposaient de financer. Eux, c'était dur. Il y avait un oral. Enfin, bon, voilà, quoi. Il y avait l'école doctorale de rattachement de l'équipe. Il y avait l'INRIA, qui est pas une école doctorale, du coup. C'est des bourses différentes. Il y avait la région. Et les autres, je m'en souviens plus, honnêtement, mais... oui, 7, je sais pas comment t'en as trouvé 7, quand même. J'avais aussi fait un partenariat, je pense, avec Bertrand pour être dans l'IDEX de Paris Sud, parce que du coup, ils sont pas dans les mêmes. Et puis, enfin bon... Donc j'avais vraiment beaucoup cherché. Ce que j'avais trouvé difficile, peut-être que ça peut intéresser les gens, c'est que on est pendant le stage, donc on n'est peut-être pas complètement sûr qu'on veut faire la thèse là-dessus, ou qu'on veut faire une thèse tout court. Et les demandes de bourse, c'est les premières, je pense, c'est en avril. Donc c'est au tout début du stage. Oui, c'est très tôt. Et moi, ça, j'avais trouvé ça compliqué quand même. Mais bon, enfin, au final, j'ai obtenu une bourse et c'était pas trop problématique. Et ce qui m'intéresse, c'est à ce stade, parce que quand même, t'étais partie en disant que tu voulais être prof de maths en lycée. Et t'as fait quand même un M2 ah ouais, mais appliqué, mais pourquoi avoir voulu continuer en thèse ? Bah là, le M2, ça m'a plu. J'avais décidé de continuer. Je savais pas pourquoi faire. Moi, j'avais pas... Bon, et puis il y a une petite... Enfin, je pense qu'on va en parler, mais mon projet, puis mon stage, puis ma thèse, j'ai travaillé directement avec des chirurgiens. Et ça, pour moi, c'était incroyable. Enfin, c'était trop ce que je voulais faire, quoi. Vas-y. Alors, déjà, juste avant qu'on aborde ce point, parce qu'effectivement, c'est un des points qui m'intéressait vraiment, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait ta thèse, et ensuite on enchaîne là-dessus. Ouais, donc ma thèse. Donc pendant ma thèse, j'ai travaillé sur, en gros, on va dire, la circulation sanguine dans le foie au moment où on fait une chirurgie du foie qui est nécessaire pour traiter certaines personnes. La chirurgie consiste à retirer la partie malade du foie. Et pourquoi on peut faire ça ? Parce que le foie, c'est le seul organe du corps qui se régénère. Donc vous imaginez, vous coupez un petit morceau et il va repousser. Comme les lézards avec la queue ? Ouais, c'est la même idée. Je n'avais pas pensé à cette analogie, mais elle est pas mal. Ouais, c'est un peu l'idée. En tout cas, c'est le seul il y a une division cellulaire qui fait que les cellules repoussent. Le problème avec cette chirurgie, c'est que le foie, c'est en gros l'usine de votre corps qui va filtrer le sang qui arrive de tout ce qui est organe digestif, donc notamment le sang qui est très riche en nutriments de ce que vous avez mangé, en fait. Donc le foie, c'est un organe spécifique parce qu'il a on appelle ça une double perfusion. Il reçoit du sang du cœur comme tous les autres organes, et il reçoit du sang des organes digestifs qui doit être traité, filtré. Donc vous imaginez une usine qui prend ce qui va pas, le transforme et remet dans le sang. Donc il a une double perfusion en entrée et une seule sortie, comme tous les autres organes. Donc quand on coupe, le cœur, c'est une pompe, ça s'adapte, donc il va envoyer moins. Mais les organes digestifs, eux, ils ont toujours la même quantité de sang qui doit être filtré. Le truc qui est un petit peu compliqué et qui est pas hyper bien compris, c'est que le fait que, en gros, on a ouvert le robinet plus grand, c'est ça qu'il faut avoir l'idée, pour la taille de l'organe restante, ça déclenche le fait que l'organe va se régénérer.
Donc c'est important qu'il y ait des changements au niveau de la circulation sanguine. Mais si les changements ils sont trop importants ou pas comme il faut, ça va mener à une mauvaise régénération ou des complications qui font que la personne qui était malade, elle est pas mieux parce qu'en fait, son organe est trop petit pour filtrer le sang qui arrive des organes digestifs. Donc ça, c'est le contexte médical dans lequel j'ai travaillé. Et l'idée du projet, qui était ambitieux, c'était d'avoir un modèle mathématique qui puisse prédire les changements pour différentes personnes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on pourrait penser qu'on laisse toujours une certaine taille et ça marche. Mais en fait, c'est pas vrai. Dans ce qu'on observe, il y a des personnes à qui on laisse un tout petit morceau et tout se passe très bien. Et d'autres personnes à qui on enlève qu'un tout petit bout et ça se passe pas très bien, il y a des complications chirurgicales. Donc, l'idée finale, c'était de prédire pour telle personne, je peux enlever tant et pour telle personne, faut pas. Ce qu'on a un peu fait, parce que je pense qu'en recherche, on n'arrive jamais avec la solution, mais on peut mettre son grain de sable, même pas une brique, un grain de sable sur la maison. C'est de mieux comprendre ce qui se passait et comment on pouvait le modéliser avec des équations. Donc il y a plusieurs parties dans le travail. Il y avait une partie comprendre le problème biologique, les choses qui étaient les plus importantes pour les docteurs. Ensuite, il y avait le mettre en équation, donc ça c'est ce qu'on appelle faire de la modélisation. Là, il y avait des choses qui existaient dans la littérature, donc des personnes qui avaient déjà travaillé, on peut s'inspirer, on adapte à notre problème. Et après, il y avait, une fois qu'on a les équations, il faut les résoudre avec l'ordinateur. Donc ça, c'est encore une autre partie du travail. Et puis après, il y a une espèce de boucle. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on obtient des premiers résultats. Il faut les comparer aux expériences ou aux mesures expérimentales qu'on pourrait avoir. Et à partir de là, on recommence. S'il faut changer le modèle. Mais t'as une rétroaction, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Il faut adapter. S'il nous manque un mécanisme, il faut l'ajouter, etc. Et après, il y a peut-être une dernière étape que j'ai moins faite. C'est exactement calibrer le modèle à la personne ou à l'expérience donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle faire de l'estimation des paramètres. Et donc, ça, c'est encore une autre branche. C'est pas les statisticiens qui font ces choses-là, non ? Non, pas forcément. Ah ouais, une estimation de paramètres ? Ouais, en fait, estimation de paramètres, c'est très large. Ouais. Tu peux le faire en statistique, mais tu peux le faire en déterministe. D'accord. C'est-à-dire, dans ton modèle, tu as les inconnus et ils sont calculés par rapport à tes équations et tes paramètres. Ouais. Et le problème inverse, ça consiste à dire, je connais la solution, je connais le modèle parce que je l'ai choisi et je cherche les paramètres. Et donc ça, c'est aussi de l'estimation de paramètres. Oui. Tu peux utiliser des méthodes statistiques, tu peux aussi utiliser des méthodes pas statistiques. D'accord, ouais. Et donc du coup, est-ce que tu devais lire de la littérature médicale ? En fait, je pense que je sais pas si je devais, mais moi je l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait, toute la connaissance que j'ai sur le foie, elle vient de mes échanges avec les chirurgiens avec qui j'ai travaillé et des papiers que j'ai pu lire sur la question. Après, en 3 ans, tu te formes en fait, c'est pas... Tu révises des trucs et puis tu... Et donc, t'es allé sur le terrain, t'as assisté ou pas à une opération ? Ouais, j'ai fait ça. Waouh. Tu me racontes ça ? Je pense que ça, c'est... Je l'ai fait pendant le projet, en fait. D'accord. C'est-à-dire le projet chirurgie... Enfin, il y avait un projet de chirurgie, donc peut-être je rajoute des informations. Oui. Le but des chirurgiens, à la base, c'était de concevoir un dispositif médical qui pouvait réguler la circulation sanguine qui venait des organes digestifs pour adapter à la taille du foie et donc faire un changement suffisamment important pour qu'il y ait régénération, mais pas trop important pour pas qu'il y ait des problèmes. Donc ça, c'était le but. Donc pour faire ça, il y avait de la chirurgie animale. Donc ils ont opéré des cochons pour tester le dispositif.
Et donc, quand je suis arrivée en projet, ils ont fini cette série d'expériences. Donc, j'en ai vu une. Une Donc, opération sur un cochon. Voilà. D'accord. À ce moment-là. Et ça m'a plu, quoi. Je pense que j'ai bien aimé voir, comprendre, poser des questions, voilà. Et après, ils ont obtenu un autre financement où là, on a pu décider ensemble de qu'est-ce qu'on voulait exactement comme mesure. Donc là, j'ai obtenu plein de mesures. Ce qui était peut-être un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave. Et là, j'ai assisté à pratiquement toutes les chirurgies. Encore sur des cochons ? Ouais. D'accord. J'en ai fait 16 ou 20. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc là, j'y allais, j'ai installé tout le matériel d'enregistrement des courbes. J'avais compris que, en fait, les chirurgiens, ils sont toujours en train de faire un truc, et donc ça fausse les signaux. Donc j'avais compris que j'avais besoin du signal à un certain moment, puis à un certain moment, puis à un certain moment. Donc à ce moment-là, je disais, vous touchez plus à rien, levez vos mains. Donc là, ils touchaient plus à rien. Je récupérais 2 secondes de signal. Comme ça, j'étais sûre que ce signal était propre, etc. Donc là, j'ai vraiment... j'ai une partie de ma thèse, ça a été récupérer des mesures propres pour pouvoir ensuite les utiliser. Donc il y avait un vrai intérêt que tu sois sur le terrain, oui. etc. quoi. En fait, ça, je m'en suis rendu compte super vite. Et je pense, je sais pas, faudrait lui demander, mais le chirurgien avec qui... donc, il faut peut-être un peu remettre dans le contexte. Les chirurgies, ça se passait à Tours. Moi, j'habitais en région parisienne. Donc, j'y allais pour la journée. C'est pas très loin, mais bon, voilà. Donc, j'arrivais, on commençait à 8h du matin et on finissait vers 14-15h. Et on mange pas. On sort de la salle, mais pas souvent. Et voilà, eux, ils sont habitués et nous, on s'habitue. Mais c'est une expérience, je pense. C'est vraiment... ça m'a fait voir qu'est-ce que c'était le métier de chirurgien. Du coup, j'ai aussi eu l'occasion d'aller au bloc opératoire à l'hôpital parce que Pour des humains, du coup. Ouais, alors j'ai pas vu la même chirurgie que celle qu'on faisait chez l'animal, mais j'en ai vu une autre. Et ça, c'est juste parce que à ce moment-là, j'étais là et il m'a dit tu veux venir voir, on est en train de faire ça justement. Il me demande mon avis et donc je me suis retrouvée au bloc comme ça. Tu t'es pas évanouie ? Et en fait, non. Mais il faut savoir qu'il vaut mieux avoir mangé. C'est vrai ? Ah ouais. Parce que je pense que ça impressionne beaucoup. Et qu'en fait, je suis restée 2 minutes et j'ai dit, je vais t'attendre dehors. Parce que j'avais pas mangé, je m'étais levée à 6h du matin et qu'il était 14h et que j'en pouvais plus et que c'est quand même un peu impressionnant. Bah ouais, quand même, ouais. Donc, non, mais ça fait découvrir le monde de la chirurgie digestive. En tout cas, je prétendrai pas... c'est pas de la chirurgie cardiaque. Je pense que toutes les spécialités chirurgicales sont différentes. Ah, c'était un chirurgien digestif. Ils sont spécialisés. Eux, les personnes avec qui j'ai travaillé, ils opèrent essentiellement le foie. Parce que du coup, la chirurgie digestive, je pense que c'est une spécialité. Et après, on peut se spécialiser sur différentes chirurgies. Et eux, ils faisaient essentiellement de la greffe et l'hépatectomie, donc qui est retirer la partie malade. Oui, c'est vrai que l'organe. J'aurais pu commencer par te demander expliciter Oui, hépatectomie, c'est ablation. En fait, c'est pour ablation partielle du foie. D'accord. Et donc, ça consiste à retirer une partie, la partie malade de l'organe. D'accord. Et hémodynamics, c'est l'évolution des flux du sang, je suppose. Ouais, en fait, c'est un terme en anglais. On n'a pas d'équivalent en français, je dirais, mais c'est la dynamique sanguine. Ouais. Et donc, ça consiste à dire flux et pression, en fait, sanguine. Et du coup, il y a un truc... est-ce que c'était difficile de communiquer ? Parce que, j'imagine que vous parliez pas forcément le même langage. Oui, au début. Mais après plein de chirurgies, et ils venaient me chercher à la gare en voiture, donc on avait le chemin en voiture. Après plusieurs semaines, en fait, on se connaissait même bien. Et du coup, je pense que moi, j'ai appris plus de termes pour leur parler à eux, mais ma démarche n'était pas la même que eux. Ils étaient beaucoup plus dans l'attente de mes résultats que l'inverse. Donc, au début, ouais. Après, moi, j'ai
je me suis beaucoup formée, j'ai fait assez attention à ça parce que Irène, qui était donc ma directrice, elle était consciente de ça, elle avait déjà travaillé avec des médecins et donc elle savait qu'il y avait des termes qu'il fallait expliciter. Enfin, par exemple, un modèle, en biologie, c'est un modèle animal. Donc quand on dit un modèle, c'est une souris. D'accord. Okay. Enfin, tu vois, ou un rat, ou un cochon. Ouais. Et du coup, quand on parle de modèle, en fait, il faut toujours dire un modèle mathématique ou informatique, parce que sinon, on parle pas de la même chose. Donc ça, c'est l'exemple le plus facile à dire que tout le monde a déjà fait ça, de dire mon modèle. Et tu dis, mais c'est quoi ton modèle? T'as pris une souris, t'as pris des cellules, Et toi, t'es là, non, en fait, moi, j'ai pris des équations. Voilà, mais c'est... Moi, je trouve ça vraiment fascinant, ce côté vraiment sur le terrain, quoi. Mais je pense qu'on avait de très bons interlocuteurs. Ouais. Enfin, on avait des personnes qui étaient OK pour faire ça, quoi. Ouais. Je suis pas sûre que... Enfin, ça marche pas avec tout le monde, quoi. Non, j'imagine, ouais. Et eux, c'est quoi le retour d'expérience que t'as eu, eux, de leur côté? J'aurais du mal à dire, mais je pense que... parce que du coup, bien sûr, on n'a pas répondu à la question, hein, les personnes ne sont pas toutes guéries, ça aurait été bien. Mais je pense qu'on a donné des explications de choses qu'ils avaient déjà remarquées, et ça les a confortés ou fait abandonner certaines pratiques. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point, en tout cas dans ce que moi j'ai observé ou de ce que j'ai compris, à quel point ils doivent réagir à des situations en temps réel qui sont toutes différentes, et donc où ils peuvent toujours demander l'avis de leurs collègues s'ils sont là, mais il faut savoir que par exemple les greffes, ça se passe souvent à 4h du matin, donc souvent les collègues ils sont pas là. Et donc il faut réagir, et il faut choisir une bonne solution, ou en tout cas une solution. Et je pense que ça a permis d'expliciter, ou juste avec des petits calculs, même pas les modèles compliqués que j'ai pu développer moi et qui ont permis d'expliquer des choses, mais qu'ils n'utilisent pas du tout dans leur pratique de tous les jours. Mais je pense que juste d'être conscient qu'on peut formaliser une chose, ou qu'on peut l'expliquer un peu plus précisément, ça a été positif pour eux, je pense. D'accord. C'est ça que j'en tire. En tout cas, j'aime bien me dire ça. Je sais pas si c'est complètement vrai, mais je pense qu'il y a eu un gain d'expérience des deux côtés. Et pour avoir assisté à la thèse du chirurgien avec qui j'ai travaillé, il a fait une partie où il a expliqué les modèles que j'ai utilisés. Et donc, ça montre une certaine compréhension et une certaine... en tout cas, une connaissance. Et pour être un peu plus concret d'un point de vue maths, parce que j'aimerais bien comprendre le genre de maths que tu fais, du coup. Qu'est-ce que tu regardes des objets mathématiques? Alors, les objets mathématiques que j'ai regardés, c'était essentiellement des équations différentielles ordinaires ou des équations aux dérivées partielles. Ouais. Après, je dirais que quand même, la majorité de mon travail, ça a été de faire de la modélisation, donc c'est-à-dire de transformer le problème en équation. Mais j'ai pas fait que ça. J'ai aussi développé un schéma numérique, donc une méthode de l'ordinateur pour résoudre les équations que j'avais écrites, en adaptant une méthode existante, mais à mon problème. Donc ça, c'est clairement des maths, ou du numérique, comme on veut, mais voilà. Et donc là, t'avais tes équations. Et tu simulais, tu simulais les solutions de ton équation avec ton schéma, c'est ça essentiellement. Ouais. Et après, t'as la partie où j'avais 16 animaux différents et je voulais que mes équations, mes paramètres s'ajustent sur chacune des animaux, sur chacun des animaux. Donc il y a des méthodes pour faire ça. J'en ai utilisé certaines pour certains problèmes, mais il y en a d'autres où je l'ai fait un peu à la main, donc c'est moins précis, mais ça permet quand même de faire ça, quoi. Et est-ce que parce que donc c'est très concret, mais est-ce qu'il y a par moment sur tes modèles des périodes où tu disais ok, c'est très appliqué, etc., mais je vais quand même me poser des questions
purement mathématiques, c'est-à-dire des questions qui vont pas intéresser les gens sur le terrain, mais si je le considère d'un point de vue mathématique, donc typiquement, tu vas t'intéresser à l'existence de solutions, la régularité, les propriétés qualitatives de la solution, ce genre de choses. Mon modèle, il était beaucoup trop compliqué pour ça. souvent, c'est ça. Donc non, j'ai pas regardé ça. Par contre, je me suis posé ce genre de questions plus tard, après ma thèse, où je me suis dit tiens, mais en fait là, c'est pas si simple. Peut-être j'aurais dû regarder ça. Je pense que c'est du fait que c'était dirigé par un problème concret où il y avait de l'interaction avec les médecins. J'ai regardé énormément de choses différentes en fait dans ma thèse. Là, j'ai même pas parlé de la partie fonction en fait dans le titre. Ouais. Où il y avait une deuxième partie du projet qui consistait à injecter un produit fluorescent qui est capté par les cellules du foie et relargué par le canal qui est lié à la fonction des cellules en fait. Donc qui est tout ce qu'on ne veut pas qu'il aille dans le corps. Et donc ça, c'est ce qui qualifie ce qu'on appelle la fonction du foie, donc à quel point l'usine elle fonctionne. Et donc j'ai fait encore toute une batterie d'autres modèles, pas du tout les mêmes, sur des équations différentielles ordinaires aussi, mais du coup qui s'intéressent à une modélisation différente, où du coup j'avais un signal lumineux, mais moi je disais que c'était une concentration, mais du coup c'est pas la même chose. Et là j'ai fait tout plein de méthodes de problème inverse, donc de récupérer les paramètres à partir des courbes et d'essayer de quantifier numériquement, donc vraiment un truc avec des nombres, est-ce que le foie est fonctionnel ou pas, quoi. D'accord. Donc tu vois, ça c'est encore une autre partie. Donc je me suis pas posé, je pense, j'ai pas du tout regardé des notions d'unicité ou d'existence ou de trajectoire en temps long, enfin des choses qu'on peut faire quand on analyse les équations. Par contre, je me suis posé 1000 questions auxquelles j'ai essayé de répondre avec des modèles, plus ou moins avec succès d'ailleurs. Par exemple, la partie sur la fonction, je trouve que c'est pas très satisfaisant, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais c'était un problème compliqué. Donc non, j'ai pas regardé ça. Je pense que le truc le plus mathématique que j'ai fait dans ma thèse, c'est le développement du schéma numérique, où là, carrément, clairement, il fallait le dériver. Voilà, proposer un nouveau schéma, ça, c'est des maths. Ouais, bien sûr. Mais toute l'autre... Et t'en as fait l'analyse aussi, ou t'as fait un schéma Je me souviens pas, mais je pense pas que j'ai eu besoin, parce que comme c'était adapté d'un schéma existant, d'accord. Les propriétés se conservaient, donc non, je l'ai pas analysé. Ok. Mais non. Du coup, je dirais plus que j'ai fait une thèse de modélisation qu'une thèse de maths, mais après, ça dépend ce qu'on appelle modélisation. Oui, ça dépend ce qu'on appelle une thèse de maths aussi. Oui, aussi. Ok. Et qu'est-ce que tu retires de ta période en thèse ? Comment t'as vécu cette expérience ? Ah, c'était trop bien. Je sais pas, il y avait une espèce de dynamique de groupe qui était trop bien. Et après, en thèse, je sais pas, on cherche notre sujet, quoi. Moi, j'avais une espèce de liberté totale dans mes recherches. Je sais pas, je pense qu'intellectuellement, j'ai trouvé ça hyper stimulant et intéressant. Et à côté, ma vie, on va dire professionnelle, mais sociale, elle était trop bien, quoi. Donc non, j'ai trouvé ça super. Et ça t'a donné envie de continuer dans la recherche ? Alors, j'ai vachement hésité. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Peut-être ça, je devrais le dire, parce que bon, c'est un peu personnel comme sentiment, mais pendant, je pense, toute ma première année, je me suis dit que je faisais pas des maths et que ça allait me porter préjudice à un moment. Que si jamais je voulais continuer, peut-être ça allait pas être bon parce que justement j'avais pas étudié une équation ou tu faisais quand même, tu devais construire des modèles, etc. Oui, mais c'est pas ce qu'on t'apprend et qu'on étiquette comme mathématiques, tu vois. Et mes équations, elles étaient assez simples en fait. Il y en avait beaucoup, mais au final, on sait les résoudre numériquement. J'avais cette espèce de sentiment. Et c'est un peu bizarre, j'ai eu un espèce de déblocage à un moment où, pour une raison que je ne me souviens plus, j'ai dû aller lire un article sur un truc qui utilisait une méthode hyper mathématique
je vais dire hardcore, quoi. Et je savais ce que c'était, je savais exactement dans quel chapitre de cours je l'avais déjà vu. Et là, je me suis dit, non mais ok, je fais pas des maths, mais en fait, à n'importe quel moment, je suis capable d'aller chercher la propriété mathématique ou le théorème ou je ne sais quoi dont j'ai besoin. Et ça prouve que je suis quand même à ma place, en fait, entre guillemets. Et donc, en troisième année, je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que je voulais continuer. J'ai fait tous les forums des métiers possibles et imaginables. Et je me suis rendu compte en regardant que ce que j'aimerais faire, ça n'existait pas autre part qu'à l'université. Et que donc, fallait que je voie. Donc en gros, ce que j'ai décidé, c'est de faire 1 an ou 2. Je me souviens plus ce que je m'étais dit, mais j'avais un contrat d'1 an, donc pour l'instant c'était 1 an. De faire 1 an après la thèse, et de voir après est-ce que j'avais envie de continuer ou pas. C'est marrant parce que tu te sentais, on va dire entre guillemets, pas forcément mathématicienne à ce moment-là, mais est-ce que tu te sentais déjà chercheuse pendant ta thèse ? Ouais, je pense pendant mon travail de thèse, je me sentais chercheuse et je pense pas que je me disais que je faisais des maths, mais je me disais que je faisais de la science. Ouais. Ok, donc t'avais déjà quand même ce sentiment qui s'était... C'est marrant que ce soit... Enfin, que t'aies eu cette un peu ambivalence. Parce que moi, je saurais pas dire quand je me suis vraiment sentie chercheuse, mais je sais que pendant ma thèse... non, c'est pas venu tout de suite, quoi. Parce que t'as toujours ce sentiment de un peu d'illégitimité Ouais, je pense que comme j'ai été assez indépendante dans mon travail, ça c'était plutôt positif. Donc ça m'a aidée, je pense, à me sentir... J'avais pas l'impression d'être toujours étudiante où on me donnait une tâche à faire et je la réalisais. J'avais vraiment l'impression d'être la personne qui choisissait les tâches. Ok, et donc du coup, 2017-2018, tu décroches un postdoc, donc un CD de recherche à l'INRIA Rhône-Alpes, donc toujours à l'INRIA, mais tu changes de ville, tu arrives à Lyon. Comment est-ce que tu as réussi à décrocher ce postdoc ? Alors du coup, pour le coup, ce postdoc, il était financé. J'ai envoyé mon CV, il devait y avoir une lettre de motivation et il y avait un entretien. Et donc, les années de postdoc, c'est des années particulières parce que souvent, tu as des choses de ta thèse à finir, souvent. Tu passes les concours. Et quand ton postdoc, c'est juste 1 an, tu dois aussi trouver un nouveau postdoc. Donc, c'est pas forcément une année simple, quoi. Alors moi, j'avais des choses en moins dans tout ça parce que j'ai soutenu en février ma thèse. Ah, d'accord. Donc j'étais encore en contrat. J'ai fait 1 mois en Belgique dans une autre équipe pour un travail très proche de ma thèse. Donc c'était bien pour voir une autre équipe, mais en termes de recherche, ça m'a pas demandé... Enfin, c'était pas un sujet complètement nouveau. C'était très proche de ma thèse, donc ça j'ai réussi à le faire. Et seulement en septembre d'après, j'ai commencé le postdoc. Donc j'avais quand même essentiellement fini mes travaux de thèse. Et donc, à ce stade, tu veux faire... vu que tu candidates, je suppose, c'est que tu as envie d'être chercheuse. Oui, je pense que les premiers mois de postdoc et le séjour en Belgique m'ont convaincue que je peux le faire, parce que ce que je trouve intéressant dans le postdoc, c'est que pendant 3 ans de la thèse, on a travaillé sur un sujet donné dans un environnement donné. Or, on ne sait pas ce qu'on vaut, entre guillemets, sur un sujet différent, dans un environnement différent. Donc moi, j'avais fait un sujet similaire dans un environnement différent en Belgique. Et après, j'avais carrément changé et l'environnement et le sujet. Et dans tous les cas, j'ai été contente de ce que j'ai fait. Et donc, je me suis dit que j'avais envie d'essayer d'obtenir un poste. Ok, bon bah écoute, on a fait le tour de ton parcours, merci beaucoup. On va passer à des choses un peu actuelles, même si on les a déjà un peu abordées. Est-ce que tes thématiques de recherche, elles ont beaucoup évolué ou c'est dans la continuité de ce que tu faisais ? Non, je travaille plus du tout sur le foie, par exemple. D'accord. Mais c'est toujours en lien avec la médecine, je crois. Mais je travaille toujours avec des données. En fait, je pense que le lien, c'est que je travaille avec des données biologiques. D'accord. C'est-à-dire que j'essaye vraiment
d'expliquer ou de reproduire avec des modèles mathématiques, donc des équations et leur résolution numérique, donc avec l'ordinateur, pour des problématiques de la biologie et ou de la médecine. D'accord. Ok. Et alors, une question que j'aime bien poser pour les auditeurs, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées? Je suis beaucoup devant mon ordinateur. Il y a une partie de ma journée qui consiste à donc répondre à des mails pour de la gestion administrative. Je pense que si on prend pas de journée type, mais qu'on essaye de décrire les tâches qu'on peut faire dans notre métier, il y a une partie qui consiste à lire de la bibliographie scientifique. Donc dans mon cas, soit biomédicale, soit mathématique. Il y a une partie qui consiste, depuis que j'encadre des personnes, à relire leur travail. Et ça, c'est nouveau, je trouve. Et il y a une partie, quand tu peux le faire, qui consiste à réfléchir sur le problème que tu te poses pour la journée ou pour la semaine. Parce que moi, j'ai plusieurs projets de recherche en parallèle, donc faut que des fois, j'en choisis un et j'essaye d'avancer dessus. Et ça, c'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que ça consiste à coucher les idées sur un papier et les tester quand on peut. Et moi, personnellement, j'implémente beaucoup, donc j'écris du code et je l'exécute, je le corrige, etc. Ok. Quelle est la partie de la recherche où tu prends le plus de plaisir? En fait, je l'ai pas dit, mais dans l'encadrement, il n'y a pas que lire le travail des personnes, il y a aussi discuter avec elles de leur travail. Donc soit avec les personnes soit avec les personnes qu'on encadre, soit avec les personnes avec qui on travaille en collaboration, mathématiciens ou biologistes pour mon cas. Je pense que la partie discussion, c'est une de mes parties préférées dans mon travail. L'interaction avec les autres personnes. Ouais, c'est ça, discuter autour d'une problématique pour essayer de faire émerger des idées, dire ah oui mais t'as pas pensé à ça, ça marche pas, ou tu pourrais essayer ça, voilà. Ça, je pense que j'aime vraiment beaucoup et j'aime assez bien implémenter en fait. Je trouve qu'il y a une espèce il y a une production et du coup il y a pas physiquement parce que c'est dans l'ordinateur, mais il y a un fichier qui décrit la chose que t'as faite. Je pense que c'est les deux choses que je dirais que je préfère. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est que t'es la première maître de conférence que je reçois. En fait, j'ai reçu que des gens qui étaient chercheurs INRIA, CNRS ou postdoc, donc il n'y avait que des charges de recherche. Du coup, il y a une certaine dualité quand même dans notre métier, parce que on est enseignant-chercheur. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette dualité ? Moi, ça me va. Moi, j'aime ça. Le contact avec les étudiants et les étudiantes, je trouve que c'est hyper enrichissant. Pour plein de raisons. Déjà, ça change les idées quand on est bloqué sur un problème. Mais en plus, ça permet, je sais pas comment dire, d'un point de vue de garder un pied dans la société des 20-25 ans. Enfin, je sais pas comment dire, mais nous, on n'a plus 20 ans et je suis plus à la fac et les personnes qui sont devant moi sont pas moi quand j'avais 20 ans. Et j'aime bien ce truc de se dire que on continue de côtoyer ces personnes-là, d'avoir un mini aperçu de leur point de vue sur la vie. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un truc que j'aime bien. Oui, je vois parfaitement ce que tu dis. Ça permet de rester en prise, en fait, pas déconnecté. C'est ça, exactement. Ouais. Et l'autre chose, je pense que personnellement, j'aime particulièrement réfléchir à la façon dont je vais expliquer la chose pour la personne qui est en face de moi. L'aspect pédagogique. Ouais. En même temps, tu voulais être prof, donc... Ouais, mais c'est-à-dire que je suis plus à l'aise sur un public qui a du mal, qui est en difficulté, que sur un public qui pose des questions super pointues parce qu'en fait, ils ont déjà tout compris la base. C'est un truc qui m'intéresse moins. Bon, après, ça, c'est un truc de personnalité, j'imagine. Ok. Bon, super. Et écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là sur la partie recherche actuelle et on va avec plaisir passer à ta carte blanche. Alors, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Hello, la Nathalie du montage fait son retour. Durant sa carte blanche,
Chloé va mentionner l'algorithme de Newton. Je voulais donc en profiter pour en dire quelques mots. Comme je disais dans l'intro, c'est un algorithme qui permet, lorsque l'on s'intéresse à la fonction f, de s'approcher du x tel que f de x égale 0. Sur quoi repose cet algorithme ? Sur le développement de Taylor de f. Si ça ne vous parle pas du tout, pour plus de détails, je vous invite à écouter la carte blanche de l'épisode précédent où avec Rinel, on l'a évoqué. Je rappelle quand même brièvement. En gros, pour des fonctions qui le permettent, ça veut dire qu'on peut les approcher par des polynômes. Le principe de l'algorithme de Newton consiste donc à exploiter le fait que, sur une étape, on confond la fonction et sa tangente, et ça nous permet de nous rapprocher un peu plus de notre objectif de cette façon. Ensuite, on itère, c'est-à-dire qu'on recommence cette approximation en partant de ce nouvel état qu'on a obtenu à l'étape précédente. Et ainsi, on se rapproche à chaque fois un peu plus de ce x qu'on cherche à atteindre. Maintenant que l'algorithme de Newton vous est un peu plus familier, je vous laisse découvrir l'anecdote de Chloé. Alors, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Alors déjà, il faut dire que j'ai beaucoup eu du mal à trouver une idée pour cette carte blanche. Mais finalement, j'ai trouvé quelque chose qui m'a marqué pendant ma thèse et que je trouve était une anecdote et en même temps qui pouvait servir, je pense. Donc pendant ma thèse, j'ai passé, je pense, 3 mois à essayer de comprendre pourquoi le code que j'utilisais ne fonctionnait pas. Mais il fonctionnait pas, il fonctionnait pas toujours. C'était parfois il fonctionnait, mais parfois il fonctionnait pas. Mais sans logique particulière. Donc je vais essayer d'expliquer pour tout le monde qu'est-ce que j'avais fait de mauvais. Donc je codais dans un langage donc un langage informatique, où il y a une différence entre les nombres à virgule et les nombres sans les virgules, qu'on appelle les nombres entiers. Et notamment, quand on divise 1, qui est un nombre entier, par un autre nombre entier, comme c'est 2 nombres entiers, il va faire une division qu'on appelle entière, et donc ne pas donner un nombre à virgule, mais un nombre entier. Et donc si vous divisez 1 par quelque chose de grand, vous obtenez 0, quelque chose. Mais du coup, 0, quelque chose, c'est un nombre à virgule. Et donc, le nombre entier correspondant, c'est 0. Donc, maintenant qu'on sait ça, j'utilisais un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Newton, qui consiste à trouver le minimum ou le 0 d'une fonction. Ça dépend comment on l'écrit, mais peu importe. Et c'est un algorithme qu'on appelle itératif, donc il va procéder en essayant de se rapprocher du point que vous cherchez. Et pour décider quand est-ce qu'on s'arrête, souvent on a calculé une erreur. Et donc quand l'erreur est petite, on dit arrête-toi. Dans mon calcul d'erreur, j'avais ma division entière qui valait donc 0. Et donc mon erreur valait toujours 0, mais pas exactement. Parce que l'erreur, je l'avais faite pas partout dans mon calcul. Et donc, je faisais toujours une seule itération dans mon algorithme. Donc, je me rapprochais toujours un petit peu de mon point. Donc, je faisais des erreurs, mais qui n'étaient pas trop grandes, sauf dans certains cas. Et je sais pas si c'est hyper clair, mais en tout cas, ça a pris du temps que je comprenne que c'était ça le problème. Ah oui. Parce que du coup, en fait, il faut imaginer, donc j'avais mal calculé mon erreur, donc mon algorithme, il faisait une itération, il disait l'erreur c'est 0, c'est parfait, je m'arrête. Et ça, c'était un sous-calcul dans un gros calcul qui était par ailleurs. Et donc, comme je faisais toujours une itération et que l'algorithme de Newton marche quand même assez bien, en fait, on se rapproche toujours quand même assez du point qu'on cherche. Donc l'erreur commise, elle est plus ou moins grande, mais surtout elle se répercute sur tous les autres calculs qui utilisent ensuite ce calcul-là. Donc bon voilà, c'est mon expérience. Et ce que je trouve intéressant dans ça, c'était pour dire que des fois on passe 3 mois à chercher un problème qui est en fait un problème qu'on a mal écrit quelque chose. Ça permettait de parler de l'algorithme de Newton, qui est un algorithme assez intéressant et en fait, si jamais vous avez envie de regarder, il est assez facile à comprendre. Et de l'informatique où il faut faire un petit peu attention au langage qu'on utilise. Mais comment t'as réussi à débugger ton truc
Parce qu'il faut le trouver, ça. Cette division. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Je pense que j'ai fini par écrire le nombre d'itérations dans l'algorithme et qui me répondait qu'il faisait toujours une seule itération. Et je me disais, mais c'est marrant ça, il va hyper vite. Et j'ai fini par, je pense, après, écrire la norme, enfin, du coup, l'erreur, et voir que c'était toujours 0. Je me disais, bah, il va hyper vite et il est hyper fort. et là, j'ai trouvé. Mais ça a pris du temps quand même. En fait, je pense que ce qui a pris du temps, c'était aussi de trouver que dans le code, qui n'était pas juste un algorithme de Newton, le problème était à cet endroit-là. Ouais, carrément, ouais. Donc, ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on débug. Donc, ça s'appelait débugger, hein, puisque tu avais un bug dans ton code. C'est de rendre visibles les variables. Donc, c'est exactement ce que tu décris. Donc, c'est de faire que le code affiche une variable pour qu'on vérifie que, par exemple, un truc qui est censé toujours être positif ne devient pas négatif à un moment, typiquement. Et aussi, ce qui était difficile, je pense, c'était que comme si j'avais fait aucune itération dans mon algorithme, je me serais jamais rapprochée du point que je cherchais, et donc, en fait, j'aurais été toujours super mauvaise dans mon approximation. Or là, suivant les cas, ça marchait ou ça marchait pas, parce que bon... en une itération, des fois, on se rapproche super bien. Je pense que c'est ça le plus déstabilisant. C'est quand ça marche un coup sur deux, et là, tu dis, mais attends, ça marche ou ça marche pas, quoi. Exactement ça, quoi. Donc, ça, je pense que c'était le plus dur, c'était le comportement complètement anarchique du code. Mais je pense que n'importe qui implémente un petit peu ou écrit du code a une anecdote sur un truc qui lui a pris des mois ou des semaines, suivant les personnes, alors que c'était une erreur vraiment évitable. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Et ben du coup, on a presque fini. On va passer à la section recommandations. Est-ce que pour nos auditeurs, tu as des recommandations à partager ? Bon, j'ai plein de recommandations, mais il y avait la contrainte que ça soit lié aux maths. Et là, j'avoue que j'ai eu vachement de mal à trouver parce que je pense que j'ai pas de j'ai pas de culture mathématique, mais c'est pas vrai, mais mais je crois pas que dans mes loisirs où je m'intéresse beaucoup aux mathématiques. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose, mais je suis pas sûre que je le recommande pour les maths. Mais j'adore le film Will Hunting. D'accord, ouais. Pour plein de raisons. Grand classique. Qui est un grand classique. Je suis pas sûre que l'image qu'on fait des maths est réaliste. Mais par contre, c'est un super film pour plein d'autres raisons. Et du coup, c'est ma recommandation. Bah, très bien, merci beaucoup. Et moi, j'ai déjà vu, effectivement, et c'est vrai que c'est un grand classique. Il y a cette scène mythique avec le tableau, là. Ouais, mais d'ailleurs, quand on connaît un petit peu les maths, ce qui est écrit au tableau, c'est pas si impressionnant. Mais est-ce que c'est correct ? Parce que moi, ce qui me rend folle, c'est que y a pas mal de films où ils écrivent des trucs au tableau qui ne veulent rien dire. Et je me dis, ça coûte pas si cher de prendre un consultant sur le plateau pour juste vérifier que... Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'ils ont pris des trucs au hasard. Ils ont dit, vas-y, écrit parce que c'est joli, mais... Bah, il y a plusieurs moments où on voit, donc il y a une scène du film où on voit le prof faire un cours en amphi, donc c'est très bref, où là ça a l'air d'être un cours hyper compliqué, mais en fait c'est pas si compliqué ça, c'est à ça que je pensais, quand on connaît un petit peu, c'est pas si compliqué que ça, mais j'avoue que je ne sais pas si c'est correct ou pas, et après plus loin dans le film, là c'est trop bref, je pense, pour qu'on puisse dire si c'est vrai ou pas, parce qu'en fait bon, je spoile pas le film, mais c'est quand même une personne qui n'a aucun bagage mathématique, qui s'est juste instruit avec les livres, qui a des compétences assez impressionnantes en maths et qui rencontre un prof de maths et qui va l'aider dans sa recherche. Mais lui, en fait, on a l'impression qu'il est en train de faire 2 + 2 alors que l'autre, il comprend rien, quoi. Donc, en fait, il va pas nous expliquer sa théorie mathématique parce que pour lui, c'est juste 2 + 2, quoi. Mais bon, voilà, c'est enfin, moi, je trouve que c'était un très chouette film. Ouais, c'est clair. Je plus sois ta recommandation. Mais du coup, je sais pas si les maths sont vrais ou pas. Oui, alors non, effectivement, je sais pas non plus si c'est le plus fidèle et représentatif. Mais et par contre, voilà, je pense que si vous avez envie de faire des maths, ne vous dites pas qu'il faut vous comparer au personnage du film.
Ok, bah super. Et moi j'ai une recommandation. Je vous recommande le podcast Sophie Germain Project. Donc Sophie Germain, du nom de la célèbre mathématicienne 18e, je crois, qui a démontré des résultats très importants et surtout dans une époque où il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les maths. D'ailleurs, il y a des anecdotes où elle a correspondu avec les grands de l'époque, mais sous pseudonyme masculin, parce que en tant que femme, c'était compliqué. Et donc, en fait, c'est un podcast de Sylvie Dodler qui fait une dizaine d'épisodes et qui s'intéresse à la place des femmes dans les mathématiques et dans les sciences de façon plus générale. Ça alterne entre micro-trottoirs, récits de la vie de mathématiciennes célèbres comme par exemple Sophie Kovalevskaya ou Sophie Germain, interviews de spécialistes. Elle y reçoit entre autres Clémence Perronnet, dont on a vu l'exposé, on a participé, Chloé était là aussi, à une journée sur la parité dans les mathématiques il n'y a pas très longtemps. Et donc Clémence Perronnet, qui est une sociologue qui a écrit le livre « La bosse des maths n'existe pas, rétablir l'égalité des chances dans les matières scientifiques », était là. Il y en a un épisode où elle intervient, c'est toujours aussi passionnant tout ce qu'elle raconte. Et en fait, je trouve le podcast vraiment super, très complet. Il dresse un bilan très fin de la situation actuelle. Il tente d'expliquer, de comprendre les mécanismes qui nous y ont menés. Et j'ai vraiment appris plein de choses, notamment par exemple que l'informatique, il n'y a pas si longtemps de ça, c'était très féminin. Tu savais pas ? Mais non, mais j'ai halluciné quand j'ai entendu ça, quoi. Dans les recommandations là-dessus, il y a un épisode des couilles sur la table sur... ça doit s'appeler la souris et l'informatique. Enfin, je peux te retrouver le titre, mais qui est sur ça, en fait. Mais sur le fait que... ça. En fait, l'informatique, pourquoi c'était féminin ? Parce que les ordinateurs, c'était avec un clavier. Et donc, c'était associé au travail sur la machine à écrire qui était l'ancêtre de l'ordinateur. Et donc, en fait, la plupart des premiers programmes, ils ont été écrits par des femmes. Exactement. C'est fou. Et il y a eu un twist à un moment où, en fait, on veut pas le dire comme ça, mais je pense que c'est la réalité. Les hommes ont pris la place des femmes. Ah, mais c'est exactement ça. Il l'explique dans l'épisode. En France, ça a été un petit peu plus subtil, mais aux États-Unis, en Angleterre, ils ont carrément viré les femmes. Ils ont viré les femmes pour mettre des hommes à la place qui étaient moins qualifiés. Bien donc, tu as des études qui disent qu'ils ont perdu quelques années parce qu'ils ont enlevé de la main-d'œuvre qualifiée pour mettre des gens qui n'étaient pas encore au niveau. Mais moi, ça m'a fascinée. Ils expliquent qu'en fait, il y a eu comme tu dis, un twist quand ça a commencé à devenir un secteur porteur et d'avenir, tout simplement. Et donc là, je pense que ça a commencé à ramener de l'argent, entre exactement. Et à prendre un peu d'importance dans la société. Et on a dit, oh là, attends, c'est bien trop sérieux pour laisser ça aux femmes. Et alors, un autre truc que je trouve fascinant, c'est que, tu vois, la dénomination hardware, software, qui est un peu la même que sciences dures, sciences molles, et à l'époque, le hardware, c'était les hommes, et le software, c'était plutôt les femmes. Ouais, tout à fait. Et c'était associé aux femmes, alors que maintenant, le software, c'est vraiment le domaine. Il y a presque que des hommes, quoi. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que on est choqué actuellement quand on dit qu'on pourrait réserver des places pour les femmes parce que ça prendrait, entre guillemets, de la place à des hommes, mais qu'à l'époque, on a fait l'inverse et qu'on ne s'est pas posé la question. Enfin, je veux dire... Bon. Ouais, en tout cas, c'est intéressant historiquement de regarder ces mécanismes-là. Oui, et il y a aussi un épisode... j'irai écouter. Sur ça, Ouais, parce que ça m'a vraiment fascinée. Je me suis dit, il est pas parfait, mais il est assez intéressant parce qu'il explique aussi comment on a, en plus d'avoir twisté, comme on dit, en remplaçant, comment dans la culture générale, on a favorisé l'informatique pour les hommes, en fait. C'est assez intéressant, je trouve. Bon, super, une deuxième recommandation, tu vois, une recommandation cadeau, allez. C'est pas des maths. Ok, super. Écoute, on est à la fin. Si je te demandais, qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? C'est une bonne question. Bon, je vais être ambitieuse. Ok, vas-y. Je pense que je vais me projeter sur la vie parce que c'est ambitieux. Je pense que si j'arrive à impacter la vie de certaines personnes au cours de leur cursus universitaire ou avant, si je les ai rencontrés alors qu'ils n'étaient pas encore à l'université, ou bien
dans ma recherche avec des collègues, si j'arrive à juste être la personne qui, je sais pas, fait l'alignement de leur planète dans leur parcours et qui leur correspond, je serais très contente, même si c'est qu'une personne. C'est un très bel objectif, ça. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci. Je te remercie beaucoup, c'était Merci super. Nathalie, c'était super. Merci. Et voilà, ce joli moment avec Chloé est terminé. Je pense que ça s'est bien entendu que je suis assez fascinée par son expérience sur le terrain. J'avoue que je serais absolument incapable de faire ce qu'elle fait. Qu'est-ce que je retiens de notre entretien ? Je trouve ça assez remarquable qu'elle se soit sentie chercheuse avant de se sentir mathématicienne. Et je trouve que la façon dont elle a dépassé ce sentiment d'illégitimité, qui peut parfois nous habiter, avec ce déclic qu'elle a eu au bon moment, c'est très inspirant. Comme toujours, je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Vient le moment où je vais vous demander plein de choses à votre tour. Mais c'est réellement comme ça que le podcast peut continuer et gagner en visibilité. D'abord avant tout, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à le recommander. J'écoute souvent des podcasts que mes amis m'ont conseillés, donc ça marche. Enfin, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcasts ou Spotify, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.